connaîtrais pas, donc Charles Gave, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc financier, économiste, mais aussi entrepreneur, car vous avez notamment une société de conseil en investissement. Absolument. Vous êtes aussi engagé dans le débat public avec votre think tank, l'Institut des Libertés, Voilà. que vous avez créé en 2012 pour défendre une pensée libérale alternative. On reviendra plus tard sur cette notion. Absolument. Alors pour commencer, l'actualité brûlante, celle du coronavirus. Oui. On voulait vous interroger sur l'impact du coronavirus sur l'économie actuelle. Alors, le coronavirus, vous avez deux aspects dont on doit parler. Le premier, qui est assez simple, c'est l'aspect médical. Il y a toute une série de pauvres gens qui tombent. Alors, d'après ce qu'on peut savoir, ça a l'air très contagieux, mais pas extraordinairement mortel. Et en particulier, ça touche les gens qui ont l'air de mourir, ça a l'air d'être des gars au-dessus de 60, 70 ou 80. Ça ne touche pas les populations jeunes, et en particulier pas les enfants. Donc c'est déjà quelque chose. Alors je dis toujours en plaisantant que c'est sans doute quelque chose qui a été monté par la sécurité sociale française pour résoudre le problème des retraites. Enfin, c'est une bêtise. Je crois qu'il y a même un député LREM qui avait fait une blague de mauvais goût dans ce sens-là. Ouais. Dans ce sens-là, voilà, ça prouve que le mauvais goût est bien partagé. Donc, même avec les gens de LREM. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'économie, dans le fond, c'est quelque chose d'assez simple. C'est les mouvements. C'est-à-dire que vous vous déplacez, les produits se déplacent. En principe, vous essayez de faire les produits là où ça coûte le moins cher, puis vous les vendez où la marge est la plus forte. Donc l'économie, c'est le mouvement. Et à partir du moment où le coronavirus bloque les mouvements, de ce fait, il bloque l'économie. Donc ce n'est pas tellement l'aspect médical qui est dangereux pour les marchés, pour les économies, c'est le fait que vous bloquez complètement un système de transport. Et donc, à partir du moment où vous bloquez les systèmes de transport, tout s'arrête. Regardez par exemple les pauvres lignes aériennes qui sont spécialisées sur l'Asie, en ce moment, elles sont en train de voir leur chiffre d'affaires absolument s'écrouler parce que plus personne ne voyage, quoi. Et donc, c'est ça le vrai aspect du coronavirus. Et ça veut dire aussi quelque chose plus profondément dans l'économie. C'est qu'avec la globalisation, vous savez qu'il y a eu lieu qui a commencé il y a 20 après la chute du mur de Berlin, beaucoup de gens ont choisi un modèle de développement où, dans le fond, ils mettaient leurs usines en Chine, et puis, parce que c'était là où c'était le mieux, le moins cher, etc. Puis ensuite, ils mettaient leur centre de recherche aux États-Unis, et puis enfin, ils vendaient ça partout dans le monde. Donc, les trois fonctions d'une entreprise qui est la recherche et le développement, le deuxième, c'est la production, et le troisième, c'était la vente. La recherche est restée dans les mains de l'entreprise, mais beaucoup d'entreprises se sont complètement débarrassées de l'aspect production. Charles Gave, je vous interromps une petite seconde. Visiblement, il y a un petit problème de son. Ah ben oui. Donc, tac. Alors, est-ce qu'on nous entend mieux? Normalement, ça devrait être bon. Bien, alors donc je disais simplement que ces trois fonctions, recherche et développement, production et vente, ont été rompues. Alors on est allé vers un monde, dans le fond, où la recherche et le développement se passaient aux États-Unis, la production se passait en Chine, on vendait partout dans le monde, et les profits apparaissaient dans les paradis fiscaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire un système parfaitement optimisé. Mais un peu ce que fait Apple, par exemple. Apple, c'est la caractéristique même de ces sociétés, parce qu'ils n'ont pas leur propre production en Chine, ils ont cherché quelqu'un qui le ferait pour leur compte, c'est-à-dire c'est Foxconn. Eh bien, ce que ça veut dire, c'est qu'on a un système parfaitement optimisé et un système qui devient extraordinairement fragile. C'est-à-dire, s'il y a un des trois éléments qui se bloquent, tout se bloque. Et là, à la surprise générale, c'est la Chine en tant que production qui, d'un seul coup, devient dangereuse. Ça veut dire qu'on va être obligé d'abandonner ce modèle que j'appelle société plateforme, on va être obligé de l'abandonner et de revenir à des centres de production, un en Europe, un en Asie, etc., pour éviter que le système ne se bloque comme ça, quoi. Donc, il faut bien se rendre compte que plus vous optimisez un système, aussi que ça apparaisse, plus il devient fragile. Et donc on a un système extraordinairement efficient, mais extraordinairement fragile à la fois. Et c'est là où le hiatus à l'heure actuelle. Est-ce que, entre guillemets, cette crise pourrait être un mal pour un bien?
et nous permettre de relocaliser une partie de notre production. Absolument. On sait que par exemple la France est en désindustrialisation pardonnez-moi, constante depuis plusieurs décennies. Oui. Est-ce que cette crise peut aussi faire une prise de conscience pour Oui, alors la France, elle a d'autres problèmes. Elle a un coût du travail qui est complètement insensé à cause de nos systèmes sociaux. Donc, mais ça fera réindustrialiser toute une partie de l'Europe. Par exemple, je suis bien certain que compte tenu des évolutions politiques en Angleterre, il y a toute une partie de la production qui va aller se relocaliser en Angleterre, parce que là, on ne va pas les embêter avec des histoires à la droite sur le... par exemple, moi, en tant qu'homme d'affaires, si je paye un gars, je sais pas, si un gars coûte, si je lui verse à lui personnellement 3 000 €, il va coûter à la boîte 6 000, au moins. En Angleterre, il coûtera 3 600. Donc la France s'est désindustrialisée parce que le gouvernement a tout fait pour que la France se désindustrialise, en taxant le travail, ce qui est une imbécilité rare. Et vous parliez de l'Angleterre, je comptais en parler plus tard, mais autant en parler maintenant. Oui. Le Brexit vient d'avoir lieu. Oui. On nous avait prédit une catastrophe économique, qu'on allait voir les 10 plaies d'Égypte s'abattre sur le Royaume-Uni. Oui, les sauterelles, Mais c'est difficile parce que le temps ne s'y prête pas. Mais... Ouais. Mais finalement, ça n'a pas l'air si terrible, le Brexit. Ben, le Brexit, est-ce que vous connaissez un cas dans l'histoire où un pays accroît son niveau de liberté et se retrouve appauvri? Moi, je connais des tas de pays qui ont été appauvris par leurs États, mais je connais assez peu de pays qui étaient appauvris par la liberté. Ce qui ne veut pas dire l'anarchie. Hein. Je ne parle pas d'Haïti. Je dis simplement un pays dans lequel règne le droit. Plus les gens sont libres, mieux ça se porte. Donc l'Angleterre va marcher de le tonnerre de Dieu. Et pour une raison assez simple, c'est que je crois que c'est devenu une tarte à la crème de dire que nous sommes en train de rentrer dans une économie de la connaissance. Vous savez, c'est la nouvelle économie, la troisième révolution, etc. Très bien. Mais si vous prenez le classement des 30 premières universités dans le monde, vous savez, fait par Shanghai, là, ben vous avez, je crois, 8 universités en Angleterre et 0 en Europe. Donc où est-ce que vous croyez que l'économie de la connaissance va se passer? Et selon vous, est-ce que la France devrait suivre l'exemple anglais et se diriger vers un Frexit? Et si oui, pourquoi? Ben, le Frexit, pour moi, c'est pas vraiment une solution, pour d'autres raisons qu'on pourra expliquer. Moi, je suis un féroce partisan du Bruxit. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est sortir Bruxelles de l'Europe. C'est parce que jusqu'à ce que l'Europe ne prenne le pouvoir avec les constitutions européennes, la Commission, etc., c'était le grand malfaiteur de l'Europe. Celui qui a détruit l'Europe, c'est Delors, si vous voulez, en essayant de créer un État européen dont on avait besoin d'un trou dans la tête, quoi. Donc ce qu'il faut, c'est sortir toutes ces structures de pouvoir aberrantes qu'on a mis en place à Bruxelles, retourner vers Bruxelles comme un lieu de négociation entre États souverains, et on n'a pas besoin de foutre en l'air l'Europe. Moi, je suis un gros partisan de l'Europe, mais je suis partisan de l'Europe de liberté, pas de l'Europe de fonctionnaires, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ce qu'il faut, c'est il faut garder l'Europe et virer Bruxelles, quoi. Conserver le marché commun, mais s'alléger des institutions. Qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien. Vous savez, si vous comprenez quelque chose de la façon dont Bruxelles fonctionne, moi j'avais été faire une conférence à Bruxelles il y a quelques années, et il m'avait amené à la commission. J'avais fait ma conférence, puis j'avais demandé à visiter la commission, j'avais demandé 2 choses, donc j'ai visité, et alors il y a des kilomètres et des kilomètres de couloirs avec toutes les portes fermées. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Vous avez un vague sentiment d'inquiétude. Quel forfait sont-ils en train de prévoir? Parce que la seule chose qu'ils peuvent faire, comme ils n'ont pas le pouvoir de lever les impôts, c'est d'augmenter la réglementation. Donc une réglementation folle, quoi. Et le deuxième, c'est que j'avais demandé à visiter la bibliothèque, parce que je suis un vieux fanat de bouquins. Et donc j'avais été visiter la bibliothèque, et la bibliothèque, il n'y avait que les trucs européens, vous savez, les arrêtés européens, les décisions de la Commission et tout. Il n'y avait pas Goethe, il n'y avait pas Kant, il n'y avait pas Victor Hugo, il n'y avait que les arrêtés. Bibliothèque passionnante, comment je veux dire. Et puis on parlait du coronavirus. Bruxelles, pour le coup, on ne l'a pas entendu sur cette Dès qu'il y a un problème important, il n'y a rien, quoi. Parce qu'ils ne travaillent que dans des choses qui ont toujours existé ou qu'ils ont eux-mêmes organisées et tout et tout. Dès qu'il y a quelque chose d'inattendu qui se passe, c'est comme les généraux français, vous savez, qui sont toujours prêts pour la dernière guerre, quoi. La guerre suivante, ils ne comprennent jamais ce qui se passe. C'est un peu la même chose. Ce sont des gars qui
ayant fait de bonnes études, n'ont aucune originalité. Et puis il y a aussi la question des frontières avec l'espace Schengen. Par exemple, là, il y a eu le match Olympique Lyonnais, Juventus de Turin, qui a fait pas mal polémique, parce qu'on a fait venir 3000 personnes du nord de l'Italie, qui est une zone extrêmement contaminée par le coronavirus. C'est surtout le nord, c'est la Ombrie, c'est de l'Ombrie et tout ça, c'est la Lombardie qui commence à être touchée. Parce que, pourquoi ils sont touchés? Mais parce que la zone où le coronavirus est parti, ça vient d'une zone en Chine qui est un peu le centre de la production automobile. C'est un peu le détroit chinois. Ben, j'imagine qu'il y a des tas de rapports entre Turin, où il y a plein de bagnoles, et là-bas, parce que j'imagine que les Fiat doivent avoir des usines là-bas, je vois. Donc automatiquement, ils ont été en contact avec le virus, quoi. Dès que ça repart là-bas. On va revenir un petit peu sur l'économie française. Oui. Le livret A, qui est toujours l'un des placements préférés des Français, avait déjà un rendement assez faible, à 0,75%. Au 1er février, il est passé à 0,50%. De une, pourquoi? Et de deux, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce livret A si on en a toujours un? Alors la deuxième question est assez rapide, c'est que vous liquidez tout ce que vous avez dedans, hein, parce que ça ne sert à rien. Enfin, au moins c'est à vous. On ne pourra pas vous le piquer. Je dis ça pour une raison assez simple, c'est que si vous laissez votre argent à la banque, la plupart des gens pensent que l'argent qu'ils ont mis à la banque est à eux. Pas du tout. Techniquement, quand vous avez de l'argent à la banque, vous l'avez prêté à la banque. Il n'est pas à vous, le cash. Les banques, c'est pas comme Picsou, où vous plongez dans un tas d'or qui est là, etc. Quand vous avez fait un dépôt à la banque, elle le prend, elle va le prêter à quelqu'un d'autre. Si ce quelqu'un d'autre ne rembourse pas, et que la banque saute, vos dépôts en cash, ils valent rien. Donc la première des choses que vous devez faire, c'est être bien certain que vous ne gardez pas trop d'argent à la banque. Si vous achetez une SICAV à la banque, ça c'est à vous. Mais si vous laissez votre argent en dépôt, faites gaffe, c'est pas à vous. Donc au moins le livret A, c'est à vous. Ils ne pourront pas vous le voler. Mais comme ça appartient à l'État, enfin c'est contrôlé par l'État, là, tout ça là. Prêter de l'argent à l'État, c'est une façon assez rapide en général de s'appauvrir et de se retrouver à la ruinée, quoi. Quel est le risque du fait que ce soit l'État qui détienne les livrets A pour vous, du coup? Ben, je sais pas, historiquement, faut regarder, je sais pas, les emprunts russes, des trucs comme ça. À partir du moment où l'État ne peut pas rembourser, à partir du moment où il a des problèmes de fin de mois et tout, comme il a ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime, il peut prendre des mesures tout à fait intéressantes pour vous spolier. Je ne sais pas si vous le savez, mais en 1797, je crois, l'État français, qui était dans un état de faillite totale, a fait ce qu'on appelle la faillite des 2/3. C'est-à-dire que vous aviez 100, il vous donnait 33, 66% c'était perdu, et ces 33, il ne vous les remboursait jamais, c'était une rente perpétuelle. Donc, c'est la même chose. Pourquoi ils le font? Parce qu'il y a une croyance économique qui a été propagée par des gens qu'on appelle les keynésiens, vous savez, les héritiers intellectuels de Keynes, qui était un économiste anglais. Et les keynésiens pensent que l'épargne, c'est très mal. Si vous épargnez, c'est très mal. Donc, ils sont en train d'essayer de vous forcer à consommer. Pour vous forcer à consommer, ils mettent les taux d'intérêt à 0 ou négatif. Mais ce qui se passe, c'est que la plupart des gens qui ont la trouille, parce qu'ils se disent « mes retraites ne seront jamais payées », ils ont raison. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à épargner plus. Donc si vous faites un faux prix sur les taux d'intérêt, ben, vous détruisez tout le système économique. Je vais vous donner un truc qui est assez rigolo. Quand j'étais étudiant à Toulouse, un de mes professeurs nous a demandé pourquoi paye-t-on toujours des taux d'intérêt sur l'épargne à l'époque. Ben, on ne savait pas, c'est une bonne question, ça on ne comprend pas. Et il nous a dit parce qu'on veut vous compenser contre l'incertitude du futur. Le futur étant incertain, à la place de consommer aujourd'hui, on vous donne une sucette pour que vous consommiez plutôt demain, et pendant ce temps-là, on va utiliser votre argent intelligemment par l'intermédiaire des marchés financiers. Vous voyez, c'est assez simple. Hein? Et donc, s'il y a des taux d'intérêt négatifs qu'on a encore aujourd'hui sur les obligations d'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le futur est plus certain que le présent. Alors, le futur ne peut pas être plus certain que le présent. C'est une imbécilité logique. Donc, ce qui veut dire en termes clairs que l'Europe est gérée en fonction d'une imbécilité logique depuis 5 ans, 6 ans. Et tout le monde me demandait pourquoi ça ne va pas bien. On a une question
dans les commentaires de Patrick Landreau qui nous demande comment sécuriser du coup son argent si tout ça est très incertain ou si il y a la menace d'un État confiscatoire. Alors c'est toujours la même chose. Il faut répondre à cette question de façon simple. Comment vous définissez le risque? Moi, je définissais le risque comme le définissait ma mère, c'est-à-dire de ne jamais revoir mon pognon. Oui, je le donne, et puis, je ne le revois jamais, j'ai tout perdu. Ou j'ai perdu 90%, ou 75%, ou 66%. Et donc, ça, c'est la définition du risque que je comprends. Et puis, il y a toute une série de gens dans les marchés financiers qui définissent le risque comme la volatilité de l'actif que vous avez. C'est-à-dire, la bourse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. Oui. Ça, c'est risqué. Mais quand vous achetez une action Air Liquide, elle est à vous. Et sur le long terme, ça vaudra toujours quelque chose. Quand vous achetez une obligation française, vous ne savez pas ce que ça vaudra, et puis ça vous rapporte zéro. Donc, il faut que vous acceptiez le risque de la volatilité et que vous vous mettiez dans des actifs qui sont productifs, comme Air Liquide, Schneider, LVMH, tout ce que vous voulez. Ça montera, ça baissera, mais ça remontera. Tandis que vous achetez une obligation, l'État décide qu'il vous en rembourser qu'un tiers, eh ben vous avez perdu les 2 tiers et vous ne pouvez rien faire. Donc, il faut accepter le risque de la volatilité et détenir des choses en nom propre. Justement, vous parlez des obligations d'État. Et un des autres placements préférés des Français, c'est celui des assurances vie. Il me semble qu'il y a 4 Français sur 10 qui en possèdent une. Oui. Et selon vous, elles sont vouées à s'effondrer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vous donnent, les assurances vie? Ils vous donnent un avantage fiscal. C'est-à-dire que l'argent, le rendement de votre obligation vie, là, l'assurance vie, vous n'allez pas payer d'impôt dessus. Alors, la première remarque que je voudrais faire, c'est que si l'État vous donne un avantage fiscal, c'est que c'est certainement un mauvais placement. Parce que si c'était un bon placement, il n'y aurait pas besoin d'avantage fiscal. Donc, le PEA aussi a PEA. des avantages fiscaux. Oui, le PEA, oui, mais c'est à votre nom, le PEA. Parce que quand vous mettez de l'argent dans l'assurance vie, vous transférez la propriété à l'assurance, qui vous garantit le remboursement. Oui, mais si les obligations voient zéro, qu'est-ce qu'elle a dans son capital, l'assurance vie, pour garantir ce remboursement? Des obligations d'État. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc, grosso modo, maintenant que vous avez des taux d'intérêt à zéro, l'assurance vie ne vous rapportera plus rien. Ça ne sert à rien d'avoir un avantage fiscal sur un rendement de zéro. 0 fois 1 milliard, c'est 0. Et deuxièmement, c'est la première fois dans ma carrière que je vois un investissement où vous êtes certain de perdre. Parce que si par hasard les taux remontent, vous allez perdre massivement en capital et vous ne toucherez rien en revenu. Pourquoi? Parce que quand les taux d'intérêt passent de 0 à 3, une obligation à 10 ans qui est dans votre assurance vie, elle va perdre 15% en capital. C'est un jeu mathématique. C'est pas possible autrement. Quand les obligations, c'est un jeu mathématique, si vous voulez. C'est vous calculer la valeur actualisée du flux de revenus que vous allez toucher. Bon, alors en admettant que j'ai une assurance vie comme ça, constituée de Comme fonds... 4 Français sur 10, oui. Voilà, constituée de fonds en euros. Si je veux sécuriser cet argent, qu'est-ce que je fais? Vous passez en unité de compte. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous n'êtes plus en obligation. Vous achetez les actions dont je vous parlais tout à l'heure, les Air Liquide, les Schneider, les LVMH, dans un portefeuille qui vous appartient. Et à ce moment-là, l'assurance n'a pas à vous garantir puisqu'elle est à vous. On nous demande dans les commentaires, Kevin Solano vous pose la question, faut-il acheter de l'or? Ça, c'est une autre bonne question. Alors, il faut que je fasse un tout petit pas en arrière et que j'explique en une seconde ce que c'est qu'une monnaie. Bon, une monnaie, elle a 3 fonctions. La première fonction, c'est un standard de valeur, c'est-à-dire que si vous voulez échanger des carquois contre des haches, c'est difficile de faire le troc. Donc on passe par l'intérieur de la monnaie, donc vous échangez de la monnaie pour éviter d'avoir à faire du troc. Donc c'est un outil d'échange, comme je viens de le dire. Et la troisième, c'est une réserve de valeur. Mais à partir du moment où les États décident, à cause des politiques keynésiennes, que la réserve de valeur de la monnaie, il ne faut plus qu'elle l'ait, ce qui est le cas aujourd'hui, parce que vous avez un intérêt à zéro, vous perdez 2% par an en termes réels à peu près sur vos dépôts en cash. Le pauvre gars qui a besoin de se constituer une réserve de valeur parce qu'il a la trouille, quelle est la réserve de valeur que les gens ont depuis la nuit des temps quand les choses ne vont pas bien?
métaux précieux. C'est les métaux précieux, c'est l'or. Donc automatiquement, je peux vous dire que l'or va continuer à monter tant que les banques centrales continueront à suivre ces politiques imbéciles. Je ne sais pas où il va monter, ni combien, etc. C'est pas la question. Mais à partir du moment où vous détruisez la fonction de réserve de valeur de la monnaie, la seule solution pour le type rationnel, c'est d'acheter de l'or. Il y a plusieurs formes d'or. On peut acheter des pièces, on peut acheter des lingots, et puis il y a aussi l'or papier. Qu'est-ce que vous conseillez comme l'or papier, vous avez immédiatement quelque chose qui apparaît, c'est le risque qu'on appelle en termes techniques le risque de contrepartie. Vous achetez un or papier qui a été bâti par, je sais pas, Goldman Sachs ou Amundi, et puis ils ont des gros problèmes, d'un seul coup ils ferment parce qu'ils ne peuvent plus, votre papier d'or, il vaut le papier, quoi, il ne vaut pas l'or. Donc si vous avez de l'or, il faut que vous l'ayez sous forme de pièces, quoi, parce qu'au niveau individuel, c'est ce qui est plus facile. Très bien. Justement, vous le disiez tout à l'heure, les Français sont plutôt réticents à entrer en bourse. Mais quels sont les conseils que vous leur donneriez pour faire leur premier pas Alors là, j'ai un conseil qui est tout simple, que j'ai donné souvent. C'est que vous avez deux sortes de sociétés cotées en bourse. Celles que j'appelle les sociétés du secteur capitaliste. C'est-à-dire qui vont et qui se battent dans le monde entier sans demander d'aide à personne et surtout pas à leurs États. Et vous retrouvez donc, vous regardez les comptes annuels de chaque société et vous voyez si l'État a une participation ou s'il a quelqu'un au conseil d'administration, etc. Dans ce cas-là, vous n'y touchez pas. Parce que vous voulez des sociétés qui n'ont pas besoin des États. Si vous voulez jouer la fin des États, sociodémocrates, un peu comme est tombée l'Union soviétique parce qu'il y avait trop de contradictions, ça ne sert à rien d'avoir des sociétés dont les actionnaires ou les clients sont les États. Parce que le deuxième secteur qui est coté en bourse, c'est ce que j'appelle les sociétés du secteur communiste, avec un grand sens de la nuance. C'est-à-dire tous ceux qui ne peuvent vivre sans les États, c'est-à-dire les banques, les compagnies d'assurance, tous ces machins-là qui ne vivent qu'en symbiose avec les États. Donc, je fais un petit indice idiot pour mes lecteurs, vous avez peut-être eu l'occasion de le voir, dans lequel j'ai pris une dizaine de sociétés en France qui n'ont vraiment rien à voir avec l'État, c'est certain. LVMH, Schneider, Air Liquide, Danone, rien à voir. Je les achète le jour du clos du marché, en 2007. J'étudie valeur, également pondérée. En un an, je perds 50%. Bon, ça attend les gars. Aujourd'hui, 10 ans après, j'ai multiplié mon capital par 3. En les ayant achetés le jour du plus haut. Et l'indice de Paris, dans lequel il y a une grosse partie de sociétés communistes, il est au même niveau qu'il y a 10 ans. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand vous achetez en bourse, vous voulez jouer le capitalisme, ne vous emmerdez pas à aller acheter des sociétés du secteur communiste sous prétexte qu'elles ne sont pas chères. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand même un truc tout simple, c'est ne cherchez pas quelque chose de son contraire. Si vous êtes en bourse, c'est parce que vous croyez que le système capitaliste est plus efficace que le système communiste. Et c'est pas la peine de mettre la moitié dans votre portefeuille de ces sociétés communistes parce que vous vous tirez une balle dans le pied, quoi. Moi, j'ai plein de copains, pour revenir à l'assurance vie, qui me disent « Charles, qu'est-ce que je dois faire de mon pognon ?» Je leur dis « Où il est ton pognon aujourd'hui ?» Ils me disent « Il est en assurance vie. » Je lui dis « Très bien. » Et je lui dis « Et pourquoi tu penses qu'il y a un problème ?» Il me dit « Parce que mes retraites ne sont jamais payées. » Je lui dis « C'est probable. Mais alors, tu te mets en assurance vie, qui seront en obligation d'État, parce que l'État va faire faillite. C'est ce que j'appelle un raisonnement contradictoire. Je veux dire, vous partez du bon diagnostic que les retraites ne sont pas payées, et vous vous collez investissant dans le secteur dont vous êtes certain qu'il va faire faillite, puisque c'est pour ça que vous avez fait votre épargne. Il y a peut-être aussi un manque de connaissance de la façon dont sont constituées ces assurances. Je n'accepte pas cette opinion, parce que d'abord, la connaissance est maintenant disponible avec l'Internet, si vous voulez vous donner la peine de bosser un peu. Et deuxièmement, si vous voulez, personne n'est obligé d'être idiot. Pour continuer sur la thématique du coronavirus et la bourse, il y a beaucoup d'actions qui sont en train de baisser. Est-ce que c'est le moment justement d'acheter? Et quelles actions vous conseilleriez? Les actions du secteur capitaliste, il n'y a pas de problème. Parce que vous avez mentionné LVMH. Oui. Toute l'industrie du luxe en ce moment. Elle va douiller, c'est sûr, ça. Elle va douiller, elle va ramasser une gamelle.
Mais prenez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et réfléchissez un petit peu à long terme. Il est évident que la Chine est en train d'essayer de créer une zone monétaire autour d'elle, dont elle fera sortir le dollar, etc. C'est bon, j'ai écrit beaucoup de papiers là-dessus, c'est tout à fait évident. Donc vous allez avoir une zone monétaire avec une monnaie puissante, la Chine, qui a des problèmes en ce moment, mais ça, et qui va stabiliser toute l'Asie. Et vous êtes à Hong Kong, j'ai vécu 10 ans, vous prenez un avion, vous faites 3000 km autour de Hong Kong, comme ça, dans un rond, vous voyez, un rayon de 3000 km, vous avez à peu près les 2/3 de la population mondiale, qui va maintenant entrer dans un système monétaire solide, stable et tout. Il est tout à fait évident, compte tenu des problèmes en Europe, les monnaies européennes vont baisser, d'ailleurs c'est ce qu'elles font depuis 5 ans sans arrêt, vis-à-vis des monnaies asiatiques. Donc vous vous dites, aujourd'hui, LVMH a un problème, mais si vous vous placez à 5 ans, vous dites qu'il va y avoir une hausse des monnaies, c'est-à-dire que LVMH va continuer à produire en France dans une monnaie qui baisse pour vendre dans une monnaie qui monte. Je ne me ferai pas trop de soucis pour LVMH. Il ne faut pas se laisser affoler par les premiers résultats. Ben, vous savez, la bourse, quand les gens achètent dans l'immobilier, la raison pour laquelle ils aiment l'immobilier, c'est une raison toute simple, c'est qu'il n'y a pas de prix tous les jours. Moi, je dis aux gens, vous achetez des bonnes maisons, vous achetez les 4 ou 5 que je vais citer, plus d'autres, vous les mettez, vous rebalancez votre portefeuille de temps en temps dans ces sociétés, mais vous ne les regardez pas, votre truc tous les jours. Qu'est-ce que vous en avez à foutre si vous avez besoin de votre pognon dans 30 ans? La baisse aujourd'hui, on ne la verra même pas sur les graphiques. Donc, encore une fois, il faut se placer dans le moyen et long terme. On fait beaucoup plus d'argent, comme dit Warren Buffett, qui est un très grand investisseur mythique, avec son cul qu'avec sa tête, quoi. Vous restez assis solidement sur des positions, et puis voilà. Vous avez effleuré le sujet, l'immobilier, par exemple, à Paris. Chaque année, on parle toujours de la bulle immobilière à Paris. Est-ce qu'un jour, cette bulle va éclater ou c'est toujours intéressant d'acheter à Paris? Vous avez un faux prix sur la monnaie. Je vous donne un exemple parfaitement idiot, mais réel, puisqu'il m'est arrivé à moi. J'avais des bureaux qui étaient rue du Rhin-de-Lac. Des bureaux sans grand intérêt, mais enfin qui étaient bien. Et je payais pour l'Institut des Libertés, puis la société GAFCAL que je préside, qui a un bureau à Paris par mon intermédiaire. Je payais, je crois, quelque chose comme 50 000 € par an de loyer, ce qui était beaucoup, c'est des bureaux. Aujourd'hui, j'ai emprunté pour acheter des bureaux qui sont géniaux, et ça me coûte moins cher, parce que les taux d'intérêt sont tellement bas que le loyer de l'argent est maintenant très inférieur au loyer de la location. Donc, tant que ça dure, l'immobilier va continuer à monter. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je n'avais pas envie d'acheter des bureaux. Mais c'est complètement idiot. Les taux d'intérêt bas, ça favorise les gens qui peuvent emprunter, et ça défavorise les gens qui ne peuvent pas emprunter. Donc, ça favorise les riches et ça défavorise les pauvres. Il n'y a pas de politique plus antisociale que les taux d'intérêt bas. Vous avez aussi dit à plusieurs reprises au cours de cet entretien que les retraites ne seraient pas payées. Concernant la réforme des retraites qui est en train de faire passer le gouvernement et qui va d'ailleurs très certainement passer par le 49.3, oui. Vous avez dit que c'était une réforme indispensable, mais qui ne servait à rien. Pour quelle raison? Pour une raison toute simple, c'est que la retraite, finalement, c'est les enfants qu'on a qui paieront pour votre retraite. Et donc, les enfants qu'on n'a pas eus, ils ne paieront pas pour votre retraite, c'est absolument certain. Compte tenu de l'écroulement de la démographie dans tous les pays d'Europe, on est mal barré. Donc la solution, ça aurait été de permettre aux fonds de retraite d'investir en Asie, dans tous les pays où ils ont besoin d'argent et où ils ont une démographie convenable. Mais ça, comme il faut que l'argent de l'épargne française aille à l'État français, on a fait l'assurance vie à la place, qui ne sera pas payé, quoi. À partir du moment où l'État ne peut pas rembourser la dette ou la servir, je ne vois pas très bien pourquoi les retraites, vous pouvez réformer tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas de gens pour travailler, ça ne sert à rien. Prenez l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont un taux de fertilité des femmes de 1,2, c'est-à-dire que chaque femme fait 1,2 enfants en moyenne depuis 20 ans. Ça veut dire que l'Allemagne, aujourd'hui, est un pays en faillite. Parce que jamais ils pourront payer les retraites des Allemands. Et du coup, ils ont fait le pari de l'immigration. Est-ce que c'est une solution? Ce serait une solution si on faisait ce que fait le Canada ou des gens comme ça, c'est-à-dire qu'ils importent des gars
qui ont des doctorats d'économie et tout, ou qui ont ça c'est les pires, il ne faut pas les embaucher ceux-là, mais je veux dire, qui ont des doctorats en médecine, allez, c'est plus raisonnable. Et donc il faut rentrer les gens, ils ont une mémorisation très forte, mais extraordinairement filtrée. Si vous remplacez des bacs plus 7 par des bacs moins 7, je ne suis pas sûr que ça va payer les retraites, quoi. Du coup, plusieurs pays, je pense à la Russie par exemple, il me semble que même l'Italie essaie d'encourager les familles à faire plus d'enfants, par exemple leur promettant des terrains au-dessus. La Hongrie le fait, la Pologne le fait, la Russie le fait. Et pourquoi on ne le fait pas en France? Parce que celui qui avait commencé ce genre de truc, qui a commencé à faire des allocations familiales et la sécurité sociale, c'était Pétain. Donc, si vous voulez, Pétain, c'est très mal. La retraite par répartition aussi, c'est Pétain, pourtant. Non, c'était en 46, 47. Les premières mesures, c'était Pétain aussi. Mais c'était pas... À l'époque, on n'avait pas tellement de problèmes. C'était... comme l'épargne française avait été détruite par la guerre, si vous voulez, on ne pouvait pas demander aux gens de vivre sur leur retraite. Donc, on a fait une retraite par partition parce qu'on avait ce problème, quoi. Mais c'était pas obligé, on aurait pu faire autre chose. Et finalement, c'est parce qu'il n'y a plus d'enfants qu'on passe sur une retraite par capitalisation où chacun va cotiser pour soi-même. D'abord, il cotise pour soi-même, et ensuite, il investit comme il veut. Si vous avez une retraite par capitalisation, je ne connais pas un gars qui achètera une obligation d'État. Zéro. Pourquoi vous achèterez des trucs qui ne vous rapportent rien? Donc, c'est pour le gouvernement, c'est une abomination, parce que je vous signale qu'il y a 1700 milliards d'euros de fonds d'assurance vie et 1400 milliards investis dans des obligations de l'État français. Alors, comment croyez-vous que l'État français a financé son déficit depuis des années en donnant des avantages fiscaux à ceux qui ont de l'épargne? Si j'ose dire, ça n'aurait aucun problème, quoi. Il faut réformer l'État et il faut donner aux gens la possibilité de mettre leur épargne où ils veulent. Et là où ils doivent le mettre, c'est l'endroit qui existera encore dans 10, 15 ou 20 ans, quoi. À l'heure actuelle, on a une baseline, une devise qui est « il n'y a de richesse que d'hommes », d'après Jean Baudin. Oui, c'est la vérité. Et Éric Zemmour, par exemple, parle souvent de démographie. Pour vous, est-ce que c'est un vrai moteur pour l'économie, la démographie? C'est absolument essentiel. C'est absolument essentiel, la démographie. C'est, comment dire, d'abord, c'est à peu près la seule chose sur laquelle vous soyez 100% certain. C'est-à-dire que les enfants qui sont pas nés aujourd'hui, ils ne seront pas là dans 30 ans. Ça, c'est absolument certain, il n'y a pas de blague. Ensuite, vous pouvez faire des projections à long terme, si vous voulez, en fonction des flux, c'est-à-dire vous voyez la forme de la pyramide des âges qui bouge avec le temps, etc. Et ça, c'est pas très difficile. Bon, l'un de mes grands hommes intellectuellement, c'était un économiste français qui s'appelait Alfred Sauvy, qui avait prévu en 1958, je crois, 1959, il avait prévu qu'il y aurait une révolution vers 68-69 dans les universités françaises. Parce qu'il disait qu'il va y avoir un afflux gigantesque d'étudiants, à cause du baby-boom, qui avait lieu de 46 à 62. Et on ne prépare rien pour recevoir ces gens-là. Et il avait écrit un livre tout à fait magistral, je crois que c'était en 90, dans lequel il disait, compte tenu de la démographie française, vers 2020, on va avoir un problème d'immigration monstrueux. Et donc, il faut s'y préparer tout de suite. Et on n'a rien fait. Donc, sur la démographie, si vous voulez raisonner, si gouverner c'était prévoir, il ne se préoccuperait que de démographie. Bon, c'est pas trop le cas, et puis il faut dire que le président de la République lui-même n'a pas d'enfant. On va parler un peu de lui, justement. Oui. Vous avez dit d'Emmanuel Macron qu'il n'avait aucune intelligence des situations. En quoi cette déclaration peut-elle s'appliquer à l'exemple des Gilets jaunes? Mais c'est tout à fait évident. Vous avez lu les analyses de Christophe Guilly, le géographe, vous savez, qui dit que la France est en train... La France périphérique, la France est en train de se scinder en 3 zones. Vous avez les bobos au centre, leurs domestiques immigrés autour, là, dans les banlieues. Et puis là-bas, vous savez, les Français, quoi, les gens dont personne ne s'occupe. On ferme les cliniques, on ferme tout ça, aucun intérêt. Et ces gars-là ont un revenu disponible après prélèvement obligatoire et après prélèvement obligé, si vous voulez, comme d'acheter son essence et des trucs comme ça, qui doit, si vous faites vos calculs, qui doit tourner à entre 50 et 100 euros par mois. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont tout payé, ce qu'ils doivent payer, il leur reste entre 50 et 100 euros par mois pour mener la vie à grande guide. Vous voyez, c'est pas terrible. Hein. Si vous faites passer le prix du diesel
vous faites monter de 20% pour sauver la planète, ben, eux, ils ne peuvent plus prendre leur voiture, parce qu'ils ne peuvent plus se payer l'essence. Donc vous avez ramené la France périphérique à son état de serre, qui était attaché à la glèbe, qui ne pouvait plus bouger. Ben, les gens sont comme des fous, je les comprends. Et moi, vous savez ce que je dis de M. Macron, c'est que quand j'ai été dans les affaires toute ma vie, il m'est arrivé d'embaucher des gars qui donnaient l'impression d'être intelligents et tout, mais qui en fond étaient idiots. Comment j'ai su qu'ils étaient idiots assez rapidement, c'est qu'ils embauchaient des gars eux-mêmes qui étaient moins intelligents qu'eux. Le type intelligent dans une entreprise, il essaye toujours d'embaucher des gars plus intelligents que lui. Alors, pour regarder le gouvernement de Macron, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu'il a vraiment cherché tous les crétins. Et ça veut dire qu'il est crétin. Il a une certaine intelligence tout de même. Parce que... Ben, il a l'intelligence pour passer des diplômes. Et alors, vous savez, en 1940, Lebrun était sorti premier de Polytechnique et Gamelin était sorti premier de Saint-Cyr. Et on a ramassé la branlée la plus extraordinaire de notre histoire. Donc, s'imaginer qu'il y a une conjonction entre intelligence et diplôme, ou diplôme et capacité à prendre des décisions, c'est que vous n'avez rien compris. Le type qui a passé des concours en France, il a montré qu'il était capable de passer des concours en France. Point barre. Il n'a rien montré d'autre. Oui, surtout qu'il n'a pas réussi tous ses concours. Et en plus, lui, il s'est débrouillé pour ne pas réussir le plus important d'entre eux, le plus difficile. On a beaucoup dit que les Gilets jaunes ont manifesté parce que l'État les avait abandonnés. Pour vous, c'est plutôt l'inverse, c'est que l'État était trop présent, notamment avec des taxes. Non, c'est la grande question que je pose partout. Je vais peut-être faire une émission un jour d'ailleurs là-dessus, ou un papier, j'en sais rien. C'est la grande question en France, c'est quand même, on a les prélèvements fiscaux les plus importants du monde, on a l'État le plus prégnant du monde, etc. Et tous les domaines régaliens, c'est-à-dire la police, la justice, l'armée, la diplomatie, voire l'éducation, voire la santé, n'ont pas un rond. Ils vivent tous dans la misère la plus totale. Vous allez dans le commissariat, c'est abominable. Vous allez dans l'armée, il y a un avion sur 3 qui peut voler. Et donc vous vous dites, mais où passe le pognon? Qu'est-ce qu'ils font de notre fric? Service de la dette? Mais non, c'est à zéro, il n'a pas augmenté depuis 30 ans le service de la dette. Il est à 50 milliards d'euros, puisqu'ils n'ont pas arrêté de baisser le taux d'intérêt pour spolier les épargnants. Donc le service de la dette est au même niveau qu'il y a 25 ans. 50 milliards. Donc il n'a pas bougé. La part augmente, donc il y a moins de richesses qui sont créées Ben non, c'est l'État qui en prend de plus en plus pour payer quoi? La première des choses qu'il faudrait faire, c'est demander un audit des dépenses de l'État pour savoir où passe notre pognon. Je vous signale qu'il y a quelque chose comme 650 hautes autorités, grandes commissions, etc., qui existent, qui sont payées par nos impôts, et personne ne sait ce que ces gars-là foutent. Vous avez été un jour travailler moi, quand j'étais gamin, je vivais à Auch, qui est une petite ville du sud-ouest de la France. Hein. Le conseil général avait une demi-voiture, une demi-secrétaire, et il était logé dans la mairie d'Auch. Hein. Aujourd'hui, vous sortez d'Auch, vous avez un palais vénitien du XVe siècle qui a été construit, dans lequel il y a 350 personnes qui bossent, je ne sais pas combien. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et c'est partout en France. Prenez un exemple, vous avez une facture d'eau de 2000 €, allez, parce que vous avez une grande maison, je ne sais pas quoi. Vous avez 650 € d'eau, et le reste, c'est des impôts. Pour payer tous ces... Mais qu'est-ce qu'ils font de notre fric? Vous voyez, la vraie question, c'est pourquoi les secteurs régaliens n'ont pas un rond? Et on apprend que la carte vitale, là, vous savez, il y a... je crois qu'il y a un jour, je ne sais pas si c'est vrai, mais on est 60 millions de Français, qu'il y a 80 millions de cartes vitales, ou une bêtise comme ça. C'est toi qui passe notre truc, je ne sais rien. Mais il faudrait le savoir, quoi. L'essentiel de la démocratie, c'est le vote des impôts. Et bien aujourd'hui, les Français ne votent pas leurs impôts, et non seulement ils ne votent pas leurs impôts, mais en plus, ils n'ont aucune idée de là où va le fric. Est-ce que selon vous, cette pression fiscale pourrait déclencher des troubles presque révolutionnaires en France? Comme ça a été le cas par le passé. Hein. Comme ça a été le cas par le passé, c'est toujours pareil. Hein. C'est pas tellement la pression fiscale, je crois qu'il risque de créer des troubles, c'est la sensation d'abandon. Quand vous allez dans les campagnes françaises aujourd'hui, vous vous promenez, vous avez vraiment la sensation que ces gens ont été abandonnés. C'est-à-dire qu'on ferme les maternités, on ferme les écoles, on ferme... Et ils se disent, mais... En fait, plus
dans le temps, encore une fois, quand j'étais jeune, c'est pas que c'était mieux avant, mais les élus représentaient les gens locaux, c'est-à-dire que l'élu d'Auch, c'était un gars qui était le docteur local, que tout le monde aimait bien, puis il allait à Paris, et puis il essayait de défendre les... Aujourd'hui, la classe politique s'est complètement coupée, et celui qui décide de qui va être élu, c'est le président du parti, qui reçoit toutes les subventions, et c'est lui qui les distribue. Donc tout le monde se couche devant lui, parce que si on a besoin de fric, on a besoin d'être gentil avec le président du parti. Et donc, vous avez une espèce de classe politique qui sévit à Paris, mais qui n'a plus rien, mais même si elle est élue de Grenoble ou je sais pas quoi, elle n'a plus rien à voir avec ces régions. Elle a été formée à Paris, elle vit à Paris, elle a été parisianisée, quoi. Donc la seule solution, c'est le référendum d'initiative populaire comme en Suisse, quoi. Ouais, Pour enlever le pouvoir à ces corneaux. Les Gilets jaunes demandent ça aussi, hein, justement, Ben, le ils ont bien raison. référendum d'initiative citoyenne. Mais quand vous parliez des députés comme ça, parachutés, qui sortaient de nulle part, je ne peux pas m'empêcher de penser à la République En Marche. C'est vraiment... Ah ben ils ont fait une fausse réforme. Ils ont dit, bougez pas, on va tout changer. Et à la place d'avoir des gars qui étaient vaguement compétents avant parce qu'ils avaient été au Conseil d'État ou je sais pas où, on a fait monter des gars de la même région, etc., mais qui sont, eux, complètement incompétents. Donc c'est exactement la fausse réforme. C'est-à-dire que ça, la République En Marche a concentré tous les pouvoirs dans la classe soi-disant technocratique et sachante en faisant élire une bande de corneaux. Ouais, on l'a vu, notamment par exemple concernant le congé parental suite au décès d'un enfant. Eux, ils ont voté le doigt sur la couture du pantalon en suivant les directives qui leur avaient été données. Et puis en fait, non... Et puis encore un truc, c'est complètement idiot. Bon, je veux bien pour les grandes entreprises, c'est vrai, mais moi j'ai été chef d'entreprise toute ma vie. Si j'avais... Ça m'est arrivé dans mes entreprises, qu'il y ait un gars qui perde un enfant, ben, surtout en tant que... Vous le connaissez, parfois vous êtes même le parrain de l'enfant, etc. Parce que vous allez bien lui foutre la paix, quoi. Vous lui dites, écoute mon grand, tu restes avec ta femme et tes enfants, ce qui reste, le plus longtemps possible. Mais l'idée que le gouvernement a à légiférer sur quelque chose comme ça est déjà en soi une monstruosité humaine. Oui, mais c'est pour justement permettre une équité de tous, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un patron compréhensif. J'en prends pas un mot. Je connais pas un mec, patron ou n'importe quoi, qui ne va pas, si quelqu'un perd un enfant, ne pas prendre des décisions humaines qui s'imposent. Enfin, c'est du n'importe quoi. C'est avoir une relation, s'imaginer dans sa tête, et ce qu'on enseigne en France, qui est une imbécilité, qu'il y a une relation conflictuelle entre le patron et ses employés. Vous savez, quand vous allez en Allemagne, par exemple, où il y a un tissu de petites et moyennes entreprises beaucoup plus fort qu'en France, la personne la plus populaire dans la ville, c'est toujours le patron local. Parce que les gens le voient se démener pour tout le monde. Il n'y a qu'en France où on s'imagine que là, il est là pour vous voler. Enfin, ils s'en foutent, les gens. Alors, un mot encore sur le président de la République. On est environ à mi-mandat. Quel bilan vous faites de l'action du président de la République? Ben écoutez, comment dire, il vient de le même moule que Giscard, que Chirac, que Hollande, que... Ils ne comprennent rien. Ils vivent dans ce monde étatique. Moi, j'avais un de mes amis dont le père avait été gouverneur de la Banque de France et inspecteur des finances, ça va sans dire, gouverneur de la Banque de France et ministre des Finances de Gaulle. Il a pris sa retraite quand il avait 60 ans. Il a été obligé de s'acheter une argenterie. Parce que de 20 à 60 ans, il vivait dans les palais nationaux. Et ce qu'il gagnait, c'était pour s'acheter des cigarettes, quoi. C'était, je veux dire, tout était payé. Donc la première des choses qu'on devrait faire, outre le référendum d'initiative populaire, c'est faire ce qui se passe en Suisse, en Angleterre et aux États-Unis. Les fonctionnaires sont inéligibles. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de se présenter aux élections, mais s'ils gagnent, ils donnent leur démission de la fonction publique pour toujours. Dans une démocratie, vous avez la classe politique, la classe administrative, et puis le peuple. Et la classe administrative française a pris le contrôle de la fonction politique, et maintenant gouverne pour la classe administrative. Ce que je veux dire, c'est que j'ai tout un tas de copains qui sont fonctionnaires ou qui ont été fonctionnaires toute leur vie, et ils me disent, mais Charles, de quoi tu te plains? Jamais ça n'a été aussi bien pour nous.
Également, parce qu'il y a des gens, des membres de la classe politique et des gens de la haute administration qui sortent de l'ENA souvent, qui sont aussi dans les grandes entreprises. Oui. Et c'est ce que vous appelez le capitalisme de connivence. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept et les conséquences que ça a sur l'économie française? Prenez les banques. Allez, hein. Vous êtes des gens normaux, comme moi, vous allez votre banquier, vous allez lui demander un prêt, il vous demande à ce que vous mettiez votre femme en garantie, les enfants en esclavage, enfin bref, avant qu'il vous file du fric, c'est vachement difficile, quoi. Si vous êtes... donc, grosso modo, si ça marche, bon, vous êtes content. Si ça marche pas, la banque se paiera sur vous. Mais ils ont appliqué ça maintenant, en particulier dans le domaine bancaire. Si ça marche, c'est pour les patrons, grâce aux bonus ou aux stock options. Si ça marche pas, comme on l'a vu dans la crise de 2008-2009, eh ben, c'est pour vous le payeur d'impôts. C'est-à-dire que le capitalisme a ceci de merveilleux, c'est qu'en principe, celui qui prend un risque, il touche la rentabilité, et si ça ne marche pas, il fait faillite. Ils ont inventé un système où si ça ne marche pas, c'est pour l'État, c'est-à-dire pour vous, et si ça marche, c'est pour eux. Et un capitalisme où il n'y a pas de faillite, c'est un peu comme l'Église catholique s'il n'y a pas le diable. C'est pas très vendeur. Je veux dire, c'est pas croyable. Donc ils ont monté un système, grâce à cette espèce d'économie communiste dont je vous parle, c'est si ça marche, eh ben, ils s'en touchent plein les feuilles, et si ça ne marche pas, c'est pour vous. Et en 1992, la Suède a fait faillite. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont nationalisé les banques, sauf une, les Wallenberg, qui avait mieux géré que les autres. Et ils ont mis les patrons de banque en prison. Donc finalement, vous n'êtes pas si tendre avec les patrons. Ah, moi, un patron qui prend des risques et vous savez, c'est le dernier bouquin de Nassim Taleb, là, on doit avoir de skin in the game, c'est-à-dire que vous devez... moi, toute ma vie, en tant qu'entrepreneur, j'ai été mort de peur tout le temps. Parce que si ça ne marchait pas, d'abord c'était pour ma pomme, et en plus tous les gens que j'avais embauchés, etc., je les trahissais quelque part. Tandis que ces gars-là, ils vont vivre 5000 personnes, ça leur fait, ils en ont pas, ils n'ont aucun problème. Donc il faut absolument réintroduire la responsabilité à l'intérieur de la gestion des entreprises. Oui, finalement, vous faites une distinction entre les grands patrons et les petits patrons. Et là, je vous cite, 90% des emplois sont créés par des entreprises de moins de 10 personnes. Donc vraiment, c'est des petites entreprises. Si l'État voulait réduire le chômage, il foutrait la paix aux entreprises de moins de 10 personnes. Bien sûr. Donc, quand vous dites il foutrait la paix à ces entreprises de moins de 10 personnes, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, moi j'ai créé une nouvelle entreprise sur l'intelligence artificielle appliquée au marché financier avec 2 ou 3 copains à Paris il y a 3 ans. On n'avait pas déposé les statuts et tout, on commençait à recevoir des demandes à payer. Donc j'avais toujours pas un client, hein, c'était affreux, donc il fallait le payer des fonds propres. Je signale que quelqu'un que tout le monde déteste, qui est un très méchant, c'est affreux, qui s'appelle Poutine, hein, une des réformes qu'il a fait passer il y a 3-4 ans, c'est qu'il a dit, quand une entreprise se crée, pendant 2 ans, les employés, l'État n'a pas le droit d'envoyer quoi que ce soit ou qui que ce soit pour voir ce qu'ils font. Les 2 premières années, vous achetez vos chaises, vos tables et vous essayez de trouver vos premiers clients. Donc, foutre la paix aux gens, c'est simplement qu'ils n'aient pas à remplir 42 kilos de papier chaque fois qu'ils voient quelque chose. Comme disait Pompidou, je crois que c'était dans les années 70, il disait « Mais arrêtez d'emmerder les Français ». Vous imaginez pas le nombre de papiers qu'un chef d'entreprise a à remplir, puis à remplir la déclaration fiscale, et puis les feuilles de paie, c'est vous mourir de rire, quoi, parce que vous avez 3 pages de trucs incompréhensibles. 0,5% pour la solidarité nationale, c'est-à-dire que vous le filez gratuitement à la CGT, et n'importe quoi. Mais vous en avez 3 pages. 3 pages de trucs. Comment voulez-vous qu'un gars s'y retrouve? À la CGT, la solidarité nationale, à qui elle va, vous dites? Vous avez un truc qui a été mis il y a quelques années, c'est 0,5% des salaires qui vont aux syndicats représentatifs. Vous savez, qui ont été déterminés en 1945, je crois qu'il y en a 3 ou 4, et voilà, donc ces gars-là, ils ont donc le pouvoir de prélever des impôts sur moi, alors qu'un syndicat ne devrait être payé que par les gars qui votent pour lui, quoi. Pourquoi la solidarité nationale devrait payer les syndicats? Je ne vois pas la raison. Je sais pas. Bon, malheureusement, l'heure file, on va passer quelques questions. Vous avez côtoyé George Soros.
Oui. Parce que vous étiez plus jeune. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était le Georges Soros que vous avez connu? Alors, le Soros, c'est un type extraordinairement compliqué. C'est un Hongrois, à l'origine, israélite, et qui a donc été pendant la guerre. Et son père et lui étaient chargés de donner les noms aux Allemands des Juifs en Hongrie qui allaient prendre les trains. Donc, ça a laissé des traces, il n'est pas... bref. Donc, il a une histoire compliquée. Puis, il s'est barré à Londres, il a fait, je crois, la London School of Economics, il a travaillé avec... Il a beaucoup suivi un gars qui s'appelle Karl Popper, qui était un remarquable philosophe, économiste, etc. Et il n'a rien compris. Enfin, ça, c'est un détail. Parce que ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est beaucoup travailler avec Soros, c'est un trader de génie. C'est-à-dire que son approche des marchés financiers est prodigieusement efficace. Mais c'est quasiment instinctif. Ce que je veux dire, c'est il essaye de la mettre ensuite en truc, et puis ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire, comme dit son fils, mon cher père, il écrit ce qu'il va faire, et puis quand il commence à avoir mal au dos, il vend tout. Je veux dire, c'est parce qu'il n'explique pas. Mais c'est un trader inimaginable. C'est vraiment le plus grand trader de l'histoire. Donc il a fait une énorme fortune, qui se compte certainement au-dessus de 100 milliards de dollars, ce qui est énormément d'argent. Et quand j'allais le voir, donc il y a 30 ans ou 40 ans, si vous voulez, je sortais de chez lui, j'étais absolument vidé, parce qu'il ne vous disait jamais ce qu'il pensait, mais il vous posait des questions, et il allait jusqu'au moment où vous ne saviez plus, quoi. Je veux dire, donc vous sortiez, la plupart des clients, ils attendent tranquillement, vous leur expliquez, et puis ils vous embêtent pas trop. Lui, c'était le scalpel, quoi, c'était tuant. Donc c'est un trader de génie, mais je crois fondamentalement que c'est un homme, je vais employer un mot, méchant. Il cherche à faire le mal. Ça vous fait allusion à ses activités plus actuelles? Oui, c'est ça. C'est un homme. La semaine dernière, Valeurs Actuelles a sorti un dossier sur Georges Soros et son influence sur la Cour européenne des droits de l'homme. Comment vous expliquez que quelqu'un qui pourrait être un trader de génie puisse justement avoir cette volonté d'influencer les politiques, faire suivre cet agenda, pour quelles raisons? Parce que je vais vous dire quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Vous pouvez être un trader de génie et pas être intelligent. Le but de Georges Soros, c'est d'essayer de faire croire qu'il est un grand intellectuel. Or, c'est un porte-avions en moteur de Vespa. Il ne l'est pas. Il n'est pas intelligent. Mais ayant gagné énormément d'argent, il a des idées, comme nous tous, de ce qu'il faudrait faire dans le monde, qui, à mon avis, sont fausses, sont pas bonnes. Et il utilise cet argent qu'il a gagné pour influencer les choses, pour montrer qu'il avait raison. Donc c'est un cas d'un gars qui a gagné trop d'argent pour son bien, quoi. Et pour le nôtre. C'est très curieux, mais c'est une personnalité fascinante, mais maintenant j'essaie de le voir le moins possible, quoi, parce qu'il me met mal à l'aise, humainement. Vous disiez, il vous posait des questions, et vous sortez de là, vous étiez lessivé. Lessivé. Parce qu'il essaye de savoir jusqu'où vous... Vous étiez client de... Non, c'était lui qui était client de moi. Parce que mon métier, c'est d'expliquer aux gens ce qui se passe. Et donc j'allais le voir, et je lui disais, il faut acheter des obligations anglaises, et j'en sortais, au bout d'une heure et demie, j'étais viré, quoi. Parce qu'il allait... Si j'avais quelque chose que j'avais... C'est-à-dire que j'allais chez Georges Soros, après je savais répondre aux questions des autres, quoi. Il vous a aidé dans votre métier, quand même. C'est un métier très intéressant, parce que comme vous voyez que des gens intelligents, les gens qui ont de l'argent en général sont des gens intelligents, etc. Puis ils sont face au marché qui est très incertain, donc ils sont très... Et en effet, la plupart de mes bonnes idées viennent des clients. Vous allez leur parler, puis il y en a un qui a une idée, vous allez l'expliquer aux autres juste après, en disant « j'ai une idée ». C'est le gars que vous venez de voir. Petite avant-dernière question, on vous a entendu vous exprimer plusieurs fois sur la liberté d'expression en France, où vous avez dit que vous étiez viscéralement opposé, que ce soit aux lois mémorielles comme la loi Guesso, les lois contre la haine comme la loi Pleven. Là, le gouvernement prépare encore une autre loi liberticide, la loi Avia. Mais du coup, vu que le temps nous manque, je voulais vous faire réagir sur l'affaire Mila. Est-ce qu'aujourd'hui, la liberté d'expression est aussi menacée, non pas par ces lois gouvernementales, mais par l'islamisme? Alors ça, c'est une question intéressante, si vous voulez.
il y a un homme que j'aimais beaucoup qui s'appelait Jacques Ellul. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est un philosophe, etc., bordelais, et qui a beaucoup réfléchi sur les problèmes de religion, parce qu'il était théologien en même temps que philosophe et tout. Donc il avait fait, je crois, il y a une dizaine, non, il est mort il y a 10 ans, donc il y a une vingtaine d'années, il avait fait un énorme séminaire à Bordeaux, où il avait invité le recteur à l'Aqsa, vous savez, la grande monnaie, la grande mosquée du Caire, à l'Aqsa. Et donc ils avaient fait un débat à deux, et les minutes sont disponibles. Et la question posée, c'est est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie? Et aussi bien le recteur de la mosquée que Jacques Ellul avait dit non. L'islam n'est pas compatible avec la démocratie, puisque, si vous voulez, l'avantage de la démocratie, c'est qu'il y a la séparation entre l'Église et l'État. Or, dans la religion musulmane, la charia est supérieure à toutes les constitutions, puisque c'est la parole de Dieu incréée. Et donc, ça pose un problème à nos sociétés, d'avoir de plus en plus de gens qui rentrent et qui sont incapables, dans le fond, de vivre dans un monde démocratique, parce que pour eux, on ne s'arrête pas de, par exemple, l'égalité de l'homme et de la femme, c'est un machin qui est incompréhensible pour un musulman. Incompréhensible. Or, c'est essentiel à nos sociétés. Donc, encore une fois, Ellul disait, je suis pour toutes les immigrations, faites venir toute l'Asie, faites venir tout ce que vous voulez, mais les musulmans, non. Parce que c'est un monde à part, c'est une civilisation à part, c'est une façon de penser différente. Donc, c'est par exemple la seule des grandes religions qui ordonne de tuer. La plupart des religions, quand même, ça part de l'Ancien Testament. Si vous voulez, les 10 commandements. Tu ne tueras point. Or, le prophète n'arrête pas de dire, tu tueras celui qui dit du mal du prophète, tu tueras celui qui dit du mal d'Allah. Je veux dire, donc... Le Deutéronome n'est pas forcément très tendre avec les ennemis. Oui, mais par contre, par les évangiles, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas une faute. La Bible, c'est un tissu d'ânerie, mais les évangiles, c'est autre chose. Il n'y a pas une... Il n'y a jamais le Christ dit, tu secoues si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu secoues tes sandales et puis tu pars ailleurs. Hein. Tu le tues pas. Quoi. Et du coup, par exemple, pour la religion juive, la religion a été mise un peu sous tutelle avec la mise en place du consistoire hein, sous Napoléon. Est-ce que ce genre d'initiative permettrait peut-être de mieux canaliser cette religion? Mais non, c'est complètement impossible. Vous savez, ça a déjà été essayé, si je peux me permettre. En Afrique du Nord, il y avait eu la loi Crémieux ou Méline, je ne sais plus. Le décret Crémieux? Le décret Crémieux qui permettait aux Juifs d'avoir la nationalité française. Exact. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est que ça avait été offert aux musulmans, à condition qu'ils acceptent que la Constitution française était supérieure à la loi musulmane. Il y a eu une centaine de gars qui ont accepté, ils ont tous été tués, et refusé d'être enterrés dans les cimetières musulmans. Donc, c'est pas comme si on n'avait pas déjà essayé. On l'a essayé avec les Algériens, et ils ont refusé. Donc, c'est pas de nous que vient l'interdiction, c'est de eux que vient la possibilité. Et c'est quand on refuse de considérer que c'est eux qui refusent ce qu'on appelle nos valeurs, qu'on va vers des problèmes. Eux, ils ne peuvent pas accepter. Ils ne peuvent pas accepter l'égalité de l'homme et de la femme. Ils ne peuvent pas accepter que le musulman ne soit pas supérieur au non-musulman. Je veux dire, mais c'est dans leur corps sacré. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais c'est pas moi qui les refuse. C'est eux qui les refusent. Comment on vit parce que le tableau que vous peignez est extrêmement sombre. Oui, ben, il s'est déjà produit. Comment on vit en société entre... Eh ben, on vit pas. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, quand je suis né. Moi, je suis né à Alep. Il y avait la moitié de la population qui était chrétienne ou juif. Il ne reste plus un chrétien, il ne reste plus un juif. À Bagdad, il y avait 50% de juifs au début du siècle précédent. Il n'y en a plus un. Vous allez maintenant... toute l'histoire du Moyen-Orient depuis 2 siècles, c'est la purification ethnique. Tous les chrétiens ont disparu, regardez le nombre, regardez ce qui arrive aux Coptes en Égypte en ce moment. Donc, encore une fois, vous me dites, il faut... ce que je
vous dis tranquillement, c'est que ce qui nous attend, c'est ce qui est arrivé aux chrétiens d'Orient, quoi. Vous avez mentionné le fait que vous étiez né à Alep, et ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de la politique qui a été menée par la France concernant justement la Syrie ces dernières années? Une imbécilité rare. Juppé a été en dessous de tout, enfin bref. Est-ce que vous connaissez Roland Dumas? Roland Dumas, il a fait une interview il y a 5 ou 6 ans sur la Syrie, justement, qu'on trouve sur le net. Je vous conseille de l'écouter. Qu'est-ce qui s'est passé en Syrie? Que les gens ne comprennent pas. C'est passé un phénomène assez simple. C'est qu'on a découvert des gisements de pétrole absolument gigantesques, de gaz, pardon, au Qatar. Bon. Et donc les Américains se sont dit, c'est le pied, on va pouvoir faire passer un pipeline du Qatar au travers de la Syrie, Turquie, etc. Comme ça, on va bouffer le business des Russes. Vous savez, puisque les Russes, ils vendent leur gaz chez nous. Hein. Et ce que je vous dis, c'est pas un secret. Hein. Et donc, ils ont été, les Qataris, qui sont des wahhabites du pur et dur, ont dit, ah, moi, notre truc, il passe pas au travers du Qatar, pas au travers de la Syrie, tant que c'est pas des sunnites qui sont au pouvoir. Donc les Américains ont dit, pas de problème, on va faire sauter la famille Assad, parce que ce sont des chiites, enfin ce sont des alaouites, mais qui est une forme du chiisme. Et donc ça a été fait, donc on a déclenché une guerre civile. Et les Russes, qui voyaient Rico arriver gros comme une maison, qui n'avaient pas envie de perdre leur vente de gaz, ils ont été aidés à Assad, pour empêcher le pipeline d'être... Donc, on m'a expliqué qu'il était très méchant et tout, Assad, Faisal Assad et son fils. Ce qui n'est pas forcément contradictoire. Hein. C'est pas forcément contradictoire, mais au Moyen-Orient, vous avez peu de gens au pouvoir qui sont gentils. Hein. Les Iraniens, c'est pas le pied, la famille royale de Saoudi, c'est pas la gloire. Donc, si vous commencez à faire de la diplomatie avec des bons sentiments, ça marche pas. Mais par contre, on a essayé de faire croire aux Français que c'était pour défendre les droits de l'homme. C'était pour défendre les contrats pétroliers des Américains et du Qatar. Je vous signale que Qatar, il était très copain avec Chirac, et que les Qataris pouvaient investir en France et payer pas d'impôt dessus. Donc ça, c'est à mon avis plus raisonnable comme explication de l'aide qu'on a fournie aux révoltés que n'importe quoi d'autre. C'était bien les droits de l'homme, mais les droits de l'homme d'affaires. Voilà, c'était les droits de l'homme d'affaires. Et c'est pas des hommes d'affaires, c'est du capitalisme de connivence. Ah. Parce que n'oubliez pas que les commissions, elles ne sont pas versées au peuple français. Elles sont versées aux crapules qui... Alors justement, la France a fait le choix de soutenir l'opposition, qui aujourd'hui est quasiment en phase d'être éliminée militairement. Bien sûr. Et la France qui avait une histoire d'amitié avec la Syrie. Mon grand-père était gouverneur des Alaouites. Mon grand-père était gouverneur des Alaouites, donc je connais un peu l'histoire. Vous le savez donc très bien. Et donc aujourd'hui, la France est hors du jeu et c'est plutôt la Russie et l'Iran qui vont pouvoir promouvoir leurs intérêts là-bas. Oui, bien sûr, et ça va de soi. Et tout ça, si vous voulez, ça fait partie des mêmes... vous savez ce que disait Mark Twain, c'est si vous lisez pas les journaux, vous n'êtes pas informé, et si vous lisez les journaux, vous êtes informé de travers, quoi. Au moins, à une valeur actuelle, vous essayez de dire les choses telles qu'elles sont. Tandis qu'il y a aujourd'hui, à partir du moment où les journaux français et les chaînes de télévision sont détenus par 5 ou 6 hommes d'affaires très importants qui tous dépendent du gouvernement français, vous pouvez vous poser des questions sur la nécessité de lire les journaux français, quoi. Si vous voulez savoir ce que le gouvernement veut que vous pensiez, vous lisez les journaux français, à ce moment-là, vous serez bien, vous saurez. Charles Gave, je vous remercie de nous avoir consacré du temps pour cet entretien. Oui. Pour les internautes, cette interview sera en replay dans quelques minutes, le temps que la vidéo processe sur Facebook. Et puis dans quelques jours, une vidéo sortira avec les meilleurs moments de cette interview. Je vous remercie Charles Gave. Mais je vous en prie.